Bonjour, bonsoir sportifs à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver dans Club Sport Santé. Et nos thématiques du jour, nous nous intéressons au handball et parler de la paire Jean-Baptiste et Clétus Adoyi, dignes représentants du Togo en matière du sifflet sur le plan continental. Nous parlons également du lancement officiel des championnats scolaires et universitaires édition 2024 avec des nouveautés, des disciplines retenues. On va parler des impacts de cet événement sur la carrière de nos jeunes au niveau de la base. Nous évoquons également le championnat national de première division, bien sûr du football, avec Asco toujours en tête, Gomido qui revient tout doucement dans la roue des condamnants. Et en seconde partie, vous avez déjà l'habitude, depuis déjà plusieurs sujets, sinon plusieurs numéros, nous parlons de la CAN, oui, qui s'est refermée dimanche dernier avec un retour sur la finale remportée par la Côte d'Ivoire, les à côté, les infos utiles, sans oublier les séquences vidéo et interviews. Tout ceci dans votre émission. Merci encore une fois d'être des nôtres. Zoomcan, deuxième partie, on en parlait tout à l'heure. Mais là, tout de suite, la première partie, c'est tout de suite. Première partie de votre émission Club Sport Santé, ouvre la fenêtre sur une discipline également très très intéressante dans notre pays et pas des moindres. Dans les années antérieures, c'était une discipline également qui faisait la pluie et le beau temps dans notre pays. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'avoir sur ce plateau deux Togolais, deux jeunes arbitres. CAB, il s'agit bien à ma droite de Jean-Baptiste Adoyi. Bonjour Jean-Baptiste, bienvenue. Bonjour Monsieur Angelo. Comment vous portez-vous? Très bien. Ça va? Oui, ça va. Nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes aussi contents que en face de vous et tout le temps avec vous, puisque vous formez un binôme, une paire. Il y a bien Clétus. Bonjour Clétus Adoyi. Bonjour Monsieur Angelo. En pleine forme? En pleine forme. Tout doucement. Merci beaucoup. Merci également. Ah, ça fait plaisir. Nous allons parler de handball avec vous, messieurs. Oui, c'est une discipline aujourd'hui, mine de rien, qui fait son petit bonhomme de chemin. Vous êtes des arbitres, c'est votre spécialité. Je me tourne d'abord vers Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il y a un processus qu'il faut quand même respecter pour devenir arbitre CAB. Parlons d'abord de votre trajectoire. Comment vous êtes arrivé à devenir aujourd'hui spécialiste du sifflet au niveau du handball? Ok, merci Monsieur Angelo. Je dirais que c'est grâce si nous sommes arrivés aujourd'hui à être arbitre continental. C'est grâce, dans un premier temps, à la motivation que nous avons, ce qui nous est venu de notre papa. Et notre papa, il fut aussi arbitre. Il avait joué, il fut gardien du club à Gaza. Ok, par après, il a pris le sifflet. Donc, partant de là, il nous amena au terrain. Depuis quand nous étions enfants, quand nous étions petits, il nous amena au terrain. C'est là où nous avions pris goût et on a commencé à jouer d'abord. On a commencé à jouer dans le club Dauphin qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un club dont le papa même est, Monsieur Adoyi, est le président du club. Voilà, partant de là, nous nous sommes donnés au sifflet. Et nous sommes allés à la formation des arbitres. Et voilà, après ça, on a eu notre grade. Après de nombreux efforts d'apprentissage, etc., nous avons eu notre grade. Après un examen de passage de grade qui s'était déroulé ici. Et nous étions la meilleure paire. Et c'est là que nous avons décroché notre badge. Tout ceci, vous parlez déjà de quelle année? En 2014. 2014. Ça fait déjà, disons, 8-9 ans environ que vous êtes dans le circuit. Oui, exactement. Intéressant. Voilà. Donc, mais de là, nous n'avons pas baissé les bras. Nous continuons toujours parce qu'il y a d'autres échéances. Il y a le badge IHF à décrocher. Il y a à faire partie des meilleurs arbitres sur le continent. Et puis, à l'international. Et si on classe par exemple les 10 meilleurs arbitres du monde, il faudrait que nous en faisions partie. C'est votre ambition ultime? Exactement.
exactement. Donc, raison pour laquelle le travail continue toujours. Et grâce à Dieu, nous y arriverons toujours. Vous le dites si bien, vous êtes armé de courage et surtout d'abnégation. Clétus, en ce qui concerne le processus pour arriver à avoir le badge arbitre CAB, nous parlons en tout cas d'un badge très important au niveau de la Confédération africaine de handball. Parlez-nous de ça, comment ça se déroule tout au long du processus? D'accord, merci. Pour être arbitre CAB, d'abord, il faut être accrédité par sa fédération. Il faut être un arbitre fédéral ou un jeune arbitre en progression, qu'on appelle souvent des arbitres zonaux. Voilà. Et lorsque vous passez cette étape, la fédération nationale vous présente comme candidat probable pour décrocher le badge CAB. Donc l'examen se déroule en 2 phases. Une phase théorique qui consiste à étudier les règles du jeu. Les experts qui arrivent vous expliquent les règles du jeu. Et ensuite, vous passez l'examen théorique, c'est-à-dire sur papier comme à l'école, puisque c'est d'abord une école. Et par après, vous faites la pratique. Donc la pratique, c'est vous voir à l'œuvre sur le terrain et voir de quoi vous êtes capable face à un duel ou dans un match équilibré ou déséquilibré. Donc quand vous jauge par rapport à votre appréciation des fautes et tout. Et lorsque tout ça est agréé par les experts, je pense qu'à la fin, on peut dire que le candidat est apte à décrocher son badge. Sur ce process-là, ça dure combien d'années souvent, Clétus? Pour décrocher ce badge, c'est une affaire de 2 semaines. 2 semaines? Oui, pour l'examen. Vous faites 2 semaines de stage. Et puis c'est parti. Mais c'est bien dosé souvent. C'est bien dosé. Ah oui. Très dosé. Très dosé. Surtout qu'on veut des jeunes compétents, des jeunes qui ne fléchissent pas, voilà, devant quelque adversité que ce soit. Oui. Donc le handball même est un jeu un peu très rapide et puis compliqué à la fois. Et on a besoin des jeunes talentueux. Voilà. D'accord. Concernant toujours cette thématique concernant le handball, vous avez aujourd'hui plusieurs années d'expérience dans la matière. Revenons un peu sur votre expérience. Quand je parle de vous, c'est vous deux bien sûr, puisque vous êtes souvent en paire à arbitrer des matchs. Aujourd'hui, parlons, c'est quoi la compétition la plus difficile, la plus haute que vous ayez déjà arbitrée, que vous avez toujours en mémoire? Pour la petite histoire, la compétition qui nous a marqué, c'est tout récemment au Gabon, plutôt au Congo. Au Congo. D'accord. Congo-Brazzaville. La coupe des clubs champions. Oui. Voilà. C'est un autre niveau. Hein. Voilà, c'est un autre niveau. Et on revenait directement de la Tunisie, des coupes de la CAN jeune. Voilà. Et on a atterri là-bas directement pour assister à un stage IHF. Voilà. Et donc les matchs étaient vraiment à un haut niveau, mais on a su garder notre sang-froid. Et à la fin, nous sommes sortis haut les mains. Et quand vous dites sortir haut les mains, vous avez pu arbitrer la petite finale, la finale. Dites-nous en plus. Au moins, pour une première participation à cette compétition, nous sommes arrivés au quart de finale. Et ce n'est pas rien. Ouais. Surtout qu'il y a toute une pléthore d'arbitres qui sont bien présents. Voilà. Ah oui. Ouais. Les quarts de finale, on les a eus. Et puis, après, les matchs de 5e, 6e place et 4e, 5e place. Ouais. Jean-Baptiste, sur cette thématique, surtout des compétitions, à votre niveau, qu'est-ce que vous gardez toujours? Même si c'est vrai, hein, vous êtes encore jeune, vous n'avez pas encore terminé. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce que vous retenez? De l'expérience, vraiment. Parce que la première fois quand nous avions assisté à aux compétitions de jeunes, la CAN cadet junior,
C'était vraiment une belle expérience. C'était une première Coupe d'Afrique. Je dirais il y a de cela 2 ans, c'était une première Coupe d'Afrique. Donc le niveau était un peu plus supérieur au Challenge Trophy qu'on a l'habitude d'officier. Donc nous avions gardé vraiment une belle expérience. Et puis la rapidité du jeu, c'était vraiment très attrayant, la rapidité du jeu. Donc c'est comme ça, le niveau y est. Donc après la Coupe d'Afrique des jeunes, on est monté à la Coupe d'Afrique des seniors parce que comment dire, les vainqueurs de coupe, les clubs champions, Oui. ce sont les deuxièmes compétitions, surtout les clubs champions. C'est la deuxième compétition après la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc, après la CAN. Après la CAN. C'est une compétition très relevée. Voilà, très relevée après la CAN. Donc c'est une belle expérience. Et j'avoue qu'une deuxième compétition où les Jeux africains ou la prochaine CAN, nous y serons. Et bon, il n'y aura pas trop de pression. Ouais. Nous sommes déjà habitués. Voilà, vous le dites bien, vous êtes déjà habitués parce que vous l'avez dit, vous avez l'occasion de participer, de se frotter à ce genre d'ambiance et surtout de défis. Et tout doucement, en tout cas, vous faites la fierté du Togo. On va parler de cet arbitrage-là au Togo aujourd'hui, Jean-Baptiste. Aujourd'hui, tout doucement, vous avez des jeunes derrière vous. Y a-t-il une relève puisque vous avancez, mais derrière, il faut préparer également la base. Exactement. Je dirais qu'il y a une relève. Il y a, je vais donner leur nom, la paire Folie et Florent qui nous suivent directement. Ce sont des frères? Non, ce ne sont pas des frères. Ah, ce ne sont pas des frères. D'accord. Mais ils sont là quand même. Oui. Ils ont les mêmes enseignements que nous avions eu et que nous continuons d'avoir via le président des arbitres, l'actuel président des arbitres, M. Akpacha Yao, que nous saluons de passage, et puis le président de la CAR, la commission régionale des arbitres, M. Agbeko Assignon, qui fut des arbitres IHF, oui. Et actuellement ils sont dans la loge des délégués dans l'organisation des compétitions internationales. Donc nous profitons vraiment de leurs enseignements, et ce sont de belles expériences, de belles enseignements que nous profitons. Donc derrière nous avons ces jeunes-là, oui, qui prennent le même pas. Qui vous écoutent? Oui, qui nous écoutent vraiment, qui nous écoutent. C'est important. Parlant, oui, c'est très important. Donc je pense que ils y arrivent, ils arrivent parce que on voit les prestations, voilà. Vous êtes confiants? Oui, nous sommes confiants. Nous serons vraiment fiers, oui, d'avoir derrière nous des jeunes qui nous suivent en même temps, c'est-à-dire qui suivent nos pas et qui portent comme nous le flambeau de notre patrie, le Togo. Jean-Baptiste le dit si bien, c'est une question de référence aussi. C'est une responsabilité pour vous. Hein? Oui, c'est une très grande responsabilité de directement représenter ceux qui nous ont précédés. Oui, oui, les pères Akpacha et Assignon. Oui, à chaque fois que nous montons au niveau de la CAB pour des compétitions, nous écoutons de leurs histoires. De bons témoignages. Oui, de bons témoignages, de très bons témoignages. Ils ont fait un très bon parcours. Et donc, nous devons rester dans leur sillage. Et nous croyons que ça se fera ainsi. Et maintenant, nous devons être également les modèles de nos jeunes, oui, qui nous suivent. Et puis, c'est ce que nous essayons de faire. Et ça vous tient à cœur? Le bon exemple, oui. Ça vous tient à cœur. Oui, on va évoquer le volet formation sur le plan arbitral au Togo. Clétus, aujourd'hui, le cadre, il est mis en place. Ça permet d'avoir une bonne formation de base pour évoluer vers le sommet de la pyramide? Effectivement, nous avons une très bonne base, puisque les formateurs qui sont là, c'est d'eux que nous venons de parler. Oui. Et ils continuent par inculquer des notions vraiment très, très, très pratiques et concrètes. C'est-à-dire, ils ne baissent pas, ils sont très rigoureux dans la formation. Et ils nous ont formés ainsi. Et donc, on ne se pardonne pas certaines choses. Pour pouvoir réussir, il faut toujours être discipliné, et voilà, avoir de la rigueur, voilà, et se donner des objectifs. Ils nous ont éduqués ainsi, donc ça continue. Et actuellement, ils ont encore un programme de formation en vue au niveau de la fédération, de rassembler des jeunes et de les former pour qu'ils également suivent nos pas.
Voilà, En tout cas, c'est ça. on rappelle que la Fédération togolaise de handball, en tout cas, fait beaucoup d'efforts pour permettre, comme vous l'avez dit, d'avoir des compétitions intéressantes et en même temps mettre à niveau les arbitres, sinon le sifflet. Je rappelle également que l'un des messieurs qui fait beaucoup pour le handball togolais, c'est monsieur Auguste Dogbo, que vous connaissez très bien, qui est pratiquement votre mentor, sinon le supérieur mentor, à qui nous adressons nos salutations. Concernant surtout cette formation, il y a un aspect qui me tient à cœur, c'est le volet gestion des matchs, surtout entre guillemets corruption ou anticorruption, parce qu'il y a sur des matchs où entre-temps les arbitres sont souvent intéressés ou pas. C'est également un volet que l'on touche lors des formations, n'est-ce pas, Jean-Baptiste? Oui, monsieur Angelo, c'est un des volets, mais avant de siffler un match, je dirais que l'arbitre est venu en tant que neutre. Donc il est venu faire son boulot, départager les équipes. Souvent on dit que un bon arbitre, c'est un arbitre qui s'efface du match. C'est-à-dire tu interviens au bon moment, tu prends les décisions au bon moment et tu te retires. Ça se dit souvent. C'est vrai parce que si par exemple un arbitre est corrompu, tu n'auras qu'à prendre les décisions malgré lui, parce qu'il veut que cette équipe-là remporte la victoire ou un truc comme ça, mais c'est pas bien. Donc le souci, c'est que ce qui est important, c'est que l'arbitre soit impartial. Ça vous est déjà arrivé d'être approché par quelques pays organisateurs, histoire voilà quoi, d'avoir quelques faveurs? C'est possible, ça vous est déjà arrivé dans votre carrière, dans votre jeune carrière? Oui, déjà. Lors du Challenge Trophy, c'était en 2014. Voilà. La finale, la rencontre était la finale entre le Bénin et le Nigeria. D'accord. Deux pays voisins. Deux pays voisins. En fait, c'est le directeur technique de la fédération béninoise. Oui. Nous a approché, il m'a approché personnellement parce qu'il n'avait pas vu la désignation, mais il savait que c'est cette paire-là, la paire togolaise, qui devrait officier la finale. Oui. Donc, il m'avait approché personnellement parce que j'étais un peu à l'écart pour me proposer quelque chose. Oui. Mais avant qu'il ne prenne la main pour prendre son sac ou je ne sais ce qu'il y avait dedans, de l'argent, je ne sais pas, je lui ai dit de s'adresser à notre secrétaire général, que je ne peux rien prendre de lui. Très important. C'était à environ 1 heure avant le match. D'accord. Donc je lui ai dit clairement d'aller voir le secrétaire général, que je n'ai rien à voir avec lui et je ne sais pas pourquoi il veut me remettre quelque chose. Que c'est une commission. J'ai dit non. Actuellement à 7 heures du match je ne peux rien. Vous êtes concentré sur le match. Bien sûr. Donc c'était quelque chose. C'est des choses qui arrivent, hein? Oui, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Oui. Mais vraiment il faut vraiment avoir la tête. Et surtout le respect de l'éthique, hein? Bien sûr. Parce que si jamais vous êtes pris la main dans le sac, la carrière, elle est... Voilà, n'est-ce pas? C'est la carrière qui est le plus important. Oh là là. Il ne faut pas voir ce qu'il faut manger actuellement ou bien le gain d'aujourd'hui. Oui. Il faut voir la carrière, ce que ça va donner dans le futur. Donc, exactement. parce que c'est notre objectif. Oui. Ne pas prendre, même si c'est des millions. Oui. Je préfère garder ma carrière ou bien faire une longue carrière que de prendre des millions aujourd'hui et foutre ma carrière en l'air. Vous le dites si bien. C'est très important, en tout cas pour la jeune garde, de comprendre que l'éthique, l'excellence, le travail bien fait paye toujours. On va terminer cet entretien avec vous avec le volet perspective 2024. Oui, on a démarré l'année il y a presque 2 mois. Clétus, qu'est-ce qui est inscrit dans votre agenda pour l'année nouvelle? Voilà. Donc, pour cette année 2024, nous avons en perspective les Jeux africains qui se dérouleront bientôt au Ghana. À partir du 8 mars. À partir du 8 mars. Et nous sommes en pleine préparation. D'accord. Voilà. Et par après, nous visons également les Jeux, la CAN des jeunes. D'accord. Voilà. Et la CAN junior. Junior masculin. Masculin. Oui, d'accord. cette année. Ce sera où déjà? En Tunisie. En Tunisie. Oui, ah oui. Tunisie. Et donc également la Supercoupe. La Supercoupe, voilà. D'accord. La Supercoupe en Algérie. En Algérie. Oui. Ah oui. Toujours dans les pays maghrébins. Dans les pays maghrébins. Et la CAN dames également qui se déroulera au Congo. Au Congo. Oui. Congo-Brazza. Congo-Brazza. D'accord. Voilà. RD Congo. RD Congo. Kinshasa. Oui, d'accord. Kinshasa. Là où se sont déroulés les Jeux africains, non, les Jeux de la francophonie récemment. D'accord. Voilà. Donc ce sont ces compétitions que nous avons vues. Oui. Et
Je pense qu'en tant qu'arbitre déjà continentaux, nous devons nous préparer à toutes les compétitions. Actuellement, nous devons être prêts à tout moment parce que l'appel peut venir à tout moment. Oui. Voilà, raison pour laquelle je dirais tout à l'heure. Vous êtes toujours dans l'anticipation, dans la préparation. C'est ça, dans la préparation. Et à chaque fois que l'appel arrive, on répond. D'accord. Et vous faites en tout cas la fierté de notre pays, le Togo, à l'international. Il n'y a rien à dire. Vous êtes, comme vous l'avez dit, sur les traces de la paire à Signon et à Pacha. Jean-Baptiste, un mot pour conclure et vous laisser partir. Je tiens vraiment à féliciter notre mentor, comme vous l'aviez déjà soulevé, M. Augusto Dogbo, qui est le parrain du handball. Nous rappelons que c'est le trésorier général de la Confédération africaine de handball. Exactement. Et le ministère des Sports et des Loisirs, qui se met à pied d'œuvre pour pouvoir mettre en place des structures, des terrains pour nous permettre de faire les entraînements, pour permettre au public sportif en général de se mettre au travail pour se préparer aux échéances, aux compétitions à venir. Et de passage aussi, je salue vraiment monsieur Akpacha Oyao, monsieur qui est l'actuel président des arbitres, et monsieur Assignon Ayao, qu'on a évoqué récemment, qui est le président de la commission régionale des arbitres, et puis tous les membres de la fédération. De surcroît, je loue, il y a un aspect que je n'ai pas noté, je loue vraiment l'idée que les présidents de club émettent en s'associant à 3 à 4 pour jouer des matchs amicaux qui nous permettent aussi de nous entraîner. Vraiment, cette idée est vraiment encourageante et je les exhorte à ne pas être fatigués, à continuer ces œuvres. Ça nous aide beaucoup. Merci. Clétus? Oui. Donc, je vous remercie pour l'invitation sur ce plateau. Ce n'est qu'une première. Voilà, vous reviendrez bientôt. Voilà, je remercie également toute la direction de SOS Docteur TV qui ne ménage aucun effort pour que cette émission soit réalisée. Et je remercie également la DISU. La DISU nous permet également de travailler, bien de sûr. bosser. Vous avez un plateau d'expression. Voilà, donc le directeur des sports universitaires et scolaires. Et Monsieur Zibo également, de passage, nous le saluons. D'accord. Voilà qui est dit. En tout cas, merci messieurs, Jean-Baptiste et Clétus Adoyi. Je rappelle que vous êtes la paire d'arbitres CAB. Aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité de parler de votre carrière avec nous. Je le dis et je le répète, ce n'est qu'une partie remise. On va se retrouver très très bientôt pour parler d'autres thématiques liées au handball, votre matière favorite. Voilà. Merci beaucoup et à très très bientôt. Nous, on va continuer cette émission dans quelques secondes. Nous allons recevoir sur ce plateau Zibo Ayouba, qui n'est autre que le patron de la division des sports scolaires et universitaires, histoire de parler d'une autre discipline. Alors, le temps également de voir notre confrère Charles Ernesto se mettre en position pour accompagner le directeur Zibo pour cette thématique qui nous intéresse. On va y aller tout doucement avec la compétition des championnats scolaires et universitaire. Monsieur Zibo déjà peut se mettre en place avec nous, tout comme Charles Da Ernesto. Et voilà, on va parler des championnats scolaires et universitaires. On rappelle que le lancement a été effectué le 9 février dernier à Agou, dans les plateaux, avec toute l'ambiance qu'il y a toujours autour souvent de cet événement-là. Et oui, c'est encore une édition 2024 très très attendue. Zibo Ayouba, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour mon cher frère Angelo. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de SOS Docteur TV. Voilà, exactement. C'est la première fois que je viens à votre studio. Exactement. Nous sommes très heureux de vous avoir. Également d'être là. Charles D'Ernesto, bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo et bonjour téléspectateurs. En pleine forme? Oui, ça va, ça va. D'accord. Merci d'être des nôtres. Alors, Zibo Ayouba, oui, on le disait tantôt, le lancement officiel a été vraiment vérifié vendredi dernier dans les plateaux. Vous confirmez tout ça? Oui, je confirme. En réalité, ce n'était pas le lancement officiel, mais c'était le démarrage des compétitions. D'accord. Le lancement officiel. Le démarrage des compétitions. Des compétitions. Le lancement officiel a été donné le 22 décembre 2023 à Néro. À Néro. Ah oui, effectivement. Par Madame le ministre, accompagnée des autorités politiques et administratives.
et les autorités éducatives également. Mais ce qui a été fait le 9 passé à Agou, c'était le démarrage officiel des compétitions. D'accord. Alors, par rapport à cet événement-là aujourd'hui, la régularité est en place. C'est quelque chose qui vous ravit, directeur? Oui, ça me ravit parce que la régularité est très importante. Nous avons été fauchés par la Covid. Oui. La dynamique avait été lancée en 2017. La Covid nous a arrêtés pendant 2 ans. On n'a pas fait de compétition, mais depuis l'arrivée de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, une nouvelle dynamique a été lancée. Et depuis là, les championnats sont réguliers. Et j'avoue que cette régularité permettra d'avoir des effets et des impacts dans l'avenir sur le développement du sport de notre pays. Vous parlez justement d'impact. On va en parler dans quelques minutes. On va d'abord s'intéresser à cet aspect aussi particulier. On a remarqué que chaque année, l'événement est délocalisé. Qu'est-ce qu'il explique et c'est quoi l'importance, directeur Zibo? Oui, les championnats scolaires et universitaires sont un événement national. C'est un événement pour tous les citoyens, surtout scolaires et universitaires. Il a été constaté quand même que par le passé, le lancement se déroulait d'abord sous la forme cérémoniale, sous la forme de conférences de presse et après sous la forme d'événements comme ce que nous faisons, mais que les localités reculées n'étaient pas intéressées par l'événement. Le ministère a réfléchi afin de rapprocher les championnats scolaires de tous les citoyens de notre pays, a mis en place une certaine stratégie qui nous permet d'amener le lancement de nos activités dans les préfectures les plus reculées, histoire d'intéresser toutes les régions par les activités que nous organisons. Vous allez constater que en 2021-2022, les championnats ont été lancés après la Covid, évidemment, ont été lancés à Tablibo. Oui. 2022-2023, nous avons lancé les championnats à Bafilo. Et tout dernièrement, 2023-2024, les championnats ont été lancés à Méro. Ce n'étaient pas des localités dans lesquelles on envoyait des événements majeurs de notre ministère, mais c'est une façon également de concrétiser la politique d'inclusion sociale du chef de l'État à travers la mise en œuvre des activités sportives au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, histoire de dire que les activités que nous organisons sont les activités de tout le monde. Charles, vous avez l'habitude également de suivre ce grand événement sportif qui concerne nos élèves, tout ce que vous voulez, collégiens et puis lycéens, sur toute l'étendue du territoire. Quelle lecture vous faites sur ces 3 dernières années où la machine a été mise en branle? Je pense que sur ces 3 dernières années, il faut féliciter la direction des sports scolaires et universitaires pour le travail qui est fait, notamment l'organisation des championnats en phase d'abord préfectorale, par après en phase régionale et puis la phase nationale. Vous savez, ça fait vraiment dépenser, mais au même moment, je pense que ça permet au service technique de cette direction, surtout de détecter des talents. Quand on sait que aujourd'hui l'État dispose de 2 centres de développement des sports, notamment celui de Palimé et de Bassar, qui a pour objectif de former des talents pour l'avenir. Donc moi je me dis que c'est un travail, c'est bien vrai que en termes de récompense, on le voit grandiose, mais quand même je pense qu'il y a de cette difficulté là qui arrive dans l'organisation, dans les phases préfectorales et régionales, que je sais que le directeur est au courant, qui doivent être réglés pour permettre à ce que tout le monde soit nanti. Vous savez que quand vous jouez et que la motivation n'y est pas. C'est bien vrai que ce n'est pas la direction qui met les moyens à la disposition des établissements scolaires, mais c'est que en retour, les établissements, en dehors de ces récompenses, entendent d'autres accompagnements de la part de l'État, parce que certains établissements se plaignent de la distance, malgré que c'est la phase préfectorale. Il y en a qui se plaignent de la distance entre leur établissement et le lieu de la rencontre. Et puis bon, tout ça, ce n'est pas budgétisé au niveau de l'école qui s'est engagée quand même. Donc je pense que ce sont de petites choses à régler, mais dans l'ensemble, je pense que c'est bien, parce que l'objectif, c'est de permettre au sport togolais d'aller de l'avant.
Vous le dites si bien, on va évoquer le processus d'organisation, parce que tout ça demande en tout cas beaucoup de travail en amont, directeur Zibo, avec tout un collège de partenaires, de spécialistes, de techniciens autour de vous. Parlez-nous de comment se déroule le processus d'organisation d'un tel événement national. Oui, ça c'est un événement national et c'est un événement qui embrasse plusieurs disciplines. Ce n'est pas un événement pour juste organiser une activité limitée au football uniquement, oui, ou au handball ou au volley, mais c'est une activité qui embrasse plusieurs disciplines. Et là, pour parler réellement de l'organisation qui est mise en place au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires, je vais d'abord parler de l'organisation sur la base des tests réglementaires. Nous avons d'abord des tests qui sous-tendent l'organisation des championnats scolaires et universitaires. Nous avons les règlements généraux, nous avons les directives, et au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires, chaque fois qu'une année passe, nous faisons le bilan des championnats scolaires et universitaires avec l'ensemble des acteurs. Les erreurs qui ont été constatées, les difficultés, les défaillances que nous avons pu relever, nous faisons des séances d'amendement des directives que nous partageons avec l'ensemble des acteurs. Donc c'est pour dire que c'est d'abord les tests qui régissent l'organisation de nos championnats scolaires et universitaires nous tiennent vraiment à cœur. Et au-delà des tests, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans l'organisation des championnats scolaires et universitaires. Je vais dire, pour que nos activités soient menées de façon inclusive, il y a un comité interministériel qui a été mis en place. Donc au sein du comité interministériel, vous avez d'abord le ministère des Sports qui a le lead de l'organisation. Vous avez le ministère des Enseignements primaires, secondaires et techniques. Vous avez le ministère de l'Enseignement supérieur, et tout récemment, avec la décentralisation, nous avons impliqué le ministère de l'administration territoriale au niveau du comité interministériel. Ça, c'est au niveau central. Et ces mêmes comités sont multipliés au niveau des régions et au niveau des différentes préfectures afin de permettre à ce que l'organisation soit inclusive au niveau des championnats scolaires et universitaires. Bon, voilà un peu comment l'organisation est faite. Et puis nous, techniquement, avant l'organisation, nous faisons des réunions avec l'ensemble des directeurs techniques nationaux de toutes les fédérations. Nous leur expliquons nos objectifs, nous leur expliquons d'où nous venons et où nous voulons aller avec les championnats scolaires et universitaires. Nous n'avons pas toutes les disciplines dans le championnat scolaire et universitaire. Il faut pouvoir convaincre toutes les fédérations pour qu'elles puissent comprendre pourquoi on a choisi le hand, pourquoi on a choisi le karaté, pourquoi on n'a pas choisi par exemple le rugby pour les championnats scolaires. Donc nous faisons une réunion avec l'ensemble des directeurs techniques, et c'est au cours de cette réunion que nous dévoilons les disciplines qui sont retenues pour la saison. Et après, nous faisons une autre réunion avec les directeurs techniques dont les disciplines sont programmées pour voir comment nous allons collaborer. Des courriers sont envoyés à tous les partenaires, les ministères que je viens de citer, les fédérations dont les disciplines sont retenues, pour que, aussi bien dans les régions que dans les préfectures, au niveau des ligues, au niveau des districts, que tous les démembrements des différentes fédérations soient impliqués à l'organisation de nos activités. Donc, après ce travail qui est fait, il y a la cérémonie officielle de lancement. Nous lançons officiellement les championnats scolaires. Les activités ne peuvent pas commencer si les autorités de notre pays ne donnent pas leur autorisation pour qu'on puisse commencer. Donc le lancement officiel, c'est pour dire que nous avons le quitus de nos plus hautes autorités pour dire que commencer, aller vers le déroulement des championnats scolaires. Une fois que le lancement de ces championnats scolaires est fait, il est ouvert la phase d'enregistrement, c'est-à-dire d'inscription des différents établissements au niveau des différentes inspections. Après l'enregistrement des établissements, il y a la phase de production des licences. Depuis 2 ans, dans les innovations, je vais le relever ici avec l'arrivée de Madame le ministre. La direction a acquis du matériel pour produire des licences numérisées. Donc, tous les dossiers arrivent à la direction des sports scolaires pour produire les licences numérisées. Donc, c'est après cette phase de production des licences numérisées que les compétitions peuvent démarrer. Et c'est ce que vous avez pu constater le vendredi passé à Agou. Vous avez tout à l'heure déroulé dans votre chapelet d'explication tout ce qui concerne cette compétition pour 2024.
à part le football, est-ce qu'il y a des nouveautés? Bon, le football, c'est tout le temps là, ça on le sait. Est-ce qu'il y a des nouvelles disciplines qui sont arrivées pour 2024? Oui. Je vais dire que le football est là. Le football est arrivé avec une nouvelle catégorie. L'année dernière, le football était là dans la catégorie des U15 et des U17, masculin et féminin. Cette année, nous avons introduit la catégorie junior-senior. Nous l'appelons junior-senior au niveau des championnats scolaires parce que nous parlons de 17 ans et plus. C'est une catégorie que nous retrouvons en majorité dans les lycées. Depuis que nous avons redémarré les championnats scolaires après la Covid, nous avons tout simplement travaillé avec les catégories inférieures. Les lycéens ont été lésés, nous avons eu des retours. Donc cette année, on a inscrit cette catégorie pour relancer les championnats scolaires dans les différents lycées. Donc il y a le basket qui rejoint le lot des disciplines. Le lot des disciplines cette année. Et il y a le karaté que nous avons inscrit cette année sur la base des disciplines de vulgarisation dans les différents établissements scolaires. Il y avait le hand. Le hand était là déjà depuis 2 ans. Le hand était là. L'année passée, il y avait la natation. Il y avait eu la natation. Judo. La natation et le judo sont dans la famille des disciplines de vulgarisation. D'accord. Nous voulons, à côté des disciplines beaucoup plus populaires, répandues, notamment le football ou l'athlétisme sur toute l'étendue du territoire. Nous voulons également amener nos enfants, nos petits frères dans les établissements scolaires à se familiariser avec les disciplines qui se retrouvent la plupart du temps dans les grandes villes, à Lomé, peut-être à Kara, peut-être à Soukoudé, mais nos petits frères qui sont dans les villages les plus reculés, il faut leur permettre également de connaître c'est quoi la natation, c'est quoi le judo, c'est quoi le karaté, c'est quoi le rugby, et avant de pouvoir se familiariser, de s'intéresser également à s'adonner à leur pratique. Donc c'est ça. L'athlétisme, ça va de soi. Ça va de soi. Nous faisons les championnats scolaires, c'est la mère des disciplines. Exactement. Après le football, il y a l'athlétisme. Il y a toujours eu le hand. Cette année, on a amené le basket. D'ici les années à venir, on va le volleyball. Pourquoi rejoindre également la famille. Le taekwondo, on aura bouclé au moins avec la famille des disciplines collectives et voir comment injecter progressivement l'ensemble des disciplines dans cette politique de redynamisation du sport à la base. Zibo Ayouba, vous êtes en même temps aussi encadreur, hein. Vous avez fait tout un parcours en matière de travail sur le terrain en tant qu'encadreur sportif. L'impact de ces championnats-là sur la carrière éducative et sportive des enfants, est-ce qu'on peut en parler? Oui, on peut en parler parce que je vais parler des championnats scolaires, mais je vais parler en même temps de l'activité physique et je vais parler de l'éducation physique, je vais parler du sport de façon générale pour dire que non seulement ça contribue à l'amélioration de la santé de l'individu, mais ça contribue également à la construction de la personnalité de l'être humain. Et je pense que des enquêtes ont pu montrer qu'un élève qui a pratiqué le sport a beaucoup plus de bons résultats qu'un élève qui ne pratique pas du tout. Exactement. Pas du tout d'activité physique et sportive. Il y a des résultats qui le montrent. Et au-delà du renforcement de la personnalité, aujourd'hui, nous savons quel est l'impact également de la pratique du sport sur la cohésion sociale, sur le développement d'un certain nombre de valeurs, les valeurs de courage, les valeurs d'endurance. On les acquiert sur le terrain. Vous savez, il faut tout simplement faire un lien. Moi, quand j'étais à l'école, je m'amusais à faire le lien entre ma capacité à durer, à réviser mes leçons et la capacité que j'ai à durer sur un terrain de football. Je faisais ce lien. Quand vous prenez un livre pour lire, à peine parfois vous avez 20-30 minutes, vous êtes fatigué, vous le fermez. Quand vous prenez un cahier pour lire, à peine vous avez 30 minutes, 1 heure de temps, vous fermez le cahier pour lire. Mais quand vous avez l'habitude d'aller sur le terrain et d'acquérir une condition physique sur le terrain, vous avez beaucoup plus de temps à résister, à lire vos cours et à lire les livres. Donc, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup d'avantages. Et ce que je viens de citer, je peux également aller vers, c'est-à-dire la consécration qu'on a dans la pratique du sport. Pratiquer le sport à la base vous permet d'avoir facilement des aptitudes et d'acquérir
des attitudes également qui puissent vous permettre de vous préparer pour le haut niveau. Et ça, nous l'avons vu également par le passé, que ceux qui ont fait le beau temps du sport de notre pays sont passés par le sport scolaire et universitaire avant que nous ne tombions dans une période de travers, nous ne tombions dans une période où carrément les championnats ont disparu dans notre pays. Les championnats scolaires ont fait les beaux moments et les beaux temps du sport de notre pays parce que les enfants ont été préparés depuis la base. Ces enfants-là ont pu valablement représenter notre pays dans les différents sports. Zibo Ayouba, on va terminer cet entretien avec vous pour revenir sur un slogan que vous avez au niveau des championnats scolaires et universitaires, la relève assurée. Les championnats scolaires et universitaires, la relève est assurée. Oui, avant même la relève est assurée. Le slogan, c'est que championnat scolaire et universitaire, nous parlons de travail, discipline et excellence. C'est un certain nombre de valeurs que nous inculquons aux élèves, aux étudiants à travers les championnats scolaires et universitaires. Si vous l'avez pu constater, depuis quelques années, il y a des thèmes que nous collons aux championnats scolaires et universitaires. Et le thème qui a été choisi cette année, c'est un environnement sain pour une pratique sportive saine. L'année dernière, le thème qu'on avait choisi, c'était de sensibiliser les gens contre l'extrémisme violent et la cohésion sociale qui est un élément très cher au chef de l'État. Donc le slogan, c'est travail, discipline et excellence. C'est pour dire à nos apprenants que pas seulement au sport, mais dans toutes les activités de la vie sociale. Quand vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Et quand vous ne vous engagez pas pour un travail, ne vous attendez pas à des résultats. Avant d'être excellent, il faut d'abord travailler dans la discipline. Et quand nous parlons avec les championnats scolaires et universitaires, la relève est assurée. Je viens de donner tout le développement ici. Quand on ne prépare pas la base, on ne peut pas s'attendre à voir ce que ensemble nous avons apprécié à la Coupe d'Afrique des Nations. Tout se prépare au niveau de la base. Que pour que demain soit bon, il faut que nous nous préparons dès maintenant. Zibo Ayouba, ça a été un vrai plaisir de vous écouter. Nous vous rappelons que notre studio est toujours ouvert pour d'autres thématiques à développer. C'est moi qui vous remercie parce que c'est la première fois que je viens à votre studio. Je serai disponible pour passer à tout moment parler des championnats scolaires et universitaires et d'autres thématiques également quand vous voudriez bien. Et je voudrais tout simplement rappeler que ce soir, les championnats se déroulent déjà dans plusieurs préfectures. À Épée, il y aura des matchs. À Chablibo, il y aura des matchs. À Agoué et à Palimé, il y aura des matchs. Et dans la préfecture des Lacs également. Et à partir de vendredi, d'autres préfectures de la zone septentrionale également vont rentrer dans la danse. Et je tiens à vous remercier pour l'invitation que vous avez bien voulu m'accorder. C'est avec plaisir. En tout cas, ça a été également un vrai plaisir d'avoir échangé avec vous, Zibo Ayouba. On le disait tantôt, vous allez revenir tant que vous voulez pour parler sport sur notre antenne. Merci. On a refermé la fenêtre des championnats scolaires et universitaires. On va désormais parler de la seconde partie désormais. Dans quelques instants, c'est Zoomcan et c'est tout de suite. D'accord. Zoomcan avec, on va parler de cet épilogue de la CAN 2023 achevé dimanche dernier du côté de la Côte d'Ivoire avec le sacre justement des Ivoiriens en finale. Nous avons en plateau un autre confrère d'Elano Batik Boud. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, merci pour l'invitation. Bonjour également à Charles Dayanesto. Bonjour à toi. Oui, tout va bien. Ça va. La dernière fois, vous avez suivi cette CAN-là de bout en bout. Vous avez vu la Côte d'Ivoire sacrée dans sa CAN pour sa CAN. Voilà, qu'est-ce à dire là-dessus? Moi, je pense que c'est le couronnement de tout le travail qu'a fait cette nation-là qu'on appelle la Côte d'Ivoire, pays organisateur. On a vu également en phase de poule une équipe qui n'avait pas forcément ces talents-là pour aller chercher la coupe. Mais depuis qu'on a vu que cette équipe est sortie des phases de groupe, on a vu une toute autre équipe transcender, mentalement très forte, pour aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations enfin. Pour moi, c'est, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est le couronnement de ce que cette équipe a pu montrer, de tout ce que la nation ivoirienne a pu montrer pour aller remporter ce trophée à la fin. Ce sacre-là, comment vous l'interprétez, Charles Dayanesto? Je me dis que c'est
c'est une victoire de tout un peuple, de toute une équipe qui a su avoir un mental très fort, comme Delano vient de le dire. Personne n'attendait la Côte d'Ivoire à cette étape de la compétition au vu de ses prestations en poule. Mais je pense qu'on se rend compte finalement que Jean-Louis Gasset avait les meilleurs joueurs sous la main. Mais malheureusement, comme je l'avais eu à le dire par le passé, c'est un entraîneur qui ne maîtrise pas l'environnement du football africain et qui lui a joué un sale tour, parce que c'est toujours avec ces mêmes joueurs que Emers Faé a su continuer la compétition et arriver à cette étape finale. Donc moi je me dis que c'est une équipe qui a eu une très forte mentalité, hein, une équipe vraiment à saluer. C'est vraiment très rare, mais d'ailleurs même ce n'est même pas la seule équipe, hein. Quand vous voyez cette CAN, quand vous voyez un peu la Namibie, l'Angola, des équipes qui sont revenues au niveau de leurs adversaires dans les dernières minutes de match, vous allez voir que vraiment la mentalité des joueurs, cette mentalité elle est en train de changer, et la Côte d'Ivoire n'en fait que prouver. La Côte d'Ivoire qui a été mise en difficulté, hein, dans cette compétition, finalement qui remporte sa CAN. En tout cas, c'est bravo à cette équipe qui a su démontrer, hein, des valeurs de rigueur, de discipline et de tactique. On a vu cette équipe face à cette équipe du Nigeria. Le Nigeria pouvait remporter cette Coupe d'Afrique, oui, si le Nigeria avait mis du sérieux, surtout en deuxième période de jeu. Je pense que le Nigeria a voulu rester dans cette dynamique du match de groupe, où il a su battre l'adversaire 1-0. Il a voulu jouer un peu au malin, malheureusement pour lui. Bon, il a été mis au piège. Il a été mis au piège. Voilà. On va parler du parcours de la Côte d'Ivoire. En match de poule, c'était tellement compliqué, douché par la Guinée équatoriale. Et après, hein, le Mali est passé par là, et puis d'autres sélections également, tout doucement. Pour vous, c'est quoi les valeurs concernant ce parcours-là, ivoirien? Ben moi, je dis que le déclic est arrivé au moment où le Maroc a fait le job pour la Côte d'Ivoire. On a vu en match d'ouverture, c'était une équipe ivoirienne qui n'était pas forcément la meilleure équipe qu'on a vue, hein, tout au long de la compétition. Mais cette équipe a su faire ce qu'il fallait, gagner 2-0. Et après, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué pour cette formation des éléphants de la Côte d'Ivoire. On a vu une défaite face au Nigeria, 1-0. En poule. Face à la Guinée équatoriale, c'était la catastrophe. 4-0. Et à partir de ce moment-là, personne ne croyait plus à une qualification de la Côte d'Ivoire. Mais jour après jour, on a vu que les choses se mettaient en place. Oui. Les planètes s'alignaient pour cette formation de se retrouver au second tour. Et du moment où cette rencontre-là, où le Maroc a battu 1-0, c'était l'Angola. L'Angola, je sais, bon, de toute façon. Quelque chose comme ça, je pense que c'est quand le Maroc a gagné, à partir de ce moment-là. Non, c'était la Zambie. Hein. C'était la Zambie. 1-0, un but d'Hakim Ziyech. Ils ont crié Alléluia. Ils ont crié Alléluia, et à partir de ce moment-là, ils se sont dit, plus rien ne peut leur arriver. Exactement. Et on l'a vu face au Sénégal. Le Sénégal n'a pas fait un grand match. Mais la Côte d'Ivoire a tenu tête à cette formation. Et pourtant, beaucoup donnaient au Sénégal, en tout cas, l'étiquette de favori. Beaucoup donnaient à juste titre. Hein? À juste titre. Mais en même temps, si nous prenons l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Tout comme le Mali. Hein. Tout comme le Mali aussi. Et à partir de ce moment-là, si vous sentez que l'histoire parle pour vous et que vous avez la possibilité de le faire, la Côte d'Ivoire, ces joueurs-là se sont remis en cause. Et puis, il y a eu ce départ aussi. Le départ de Jean-Louis Gasset. Ça a joué. Ça a libéré beaucoup d'énergie autour de cette formation, et les cadres ont pris la relève pour donner cette coupe-là à la Côte d'Ivoire. Moi, j'allais ajouter le public, en tout cas un public formidable. Oui. Qui a ça a été un atout. Oui, ça a été un atout. Vous voyez, même quand le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire, vous avez vu le public, on nous a gagné, nous on s'en fout. je pense que ça a beaucoup apporté aussi à l'équipe, qui a senti que en réalité son public ne l'a pas lâché. D'accord. On va parler d'autre chose concernant cette CAN. Ce sont les chiffres retenus pour cette compétition, avec la complicité de la régie, pour jeter un coup d'œil sur le tableau. On pourra dire les chiffres que nous avons. On rappelle que 118 buts en tout cas ont été marqués durant cette CAN. C'est pas rien, c'est plus que l'édition dernière. Le
meilleur buteur, c'est Emilio Nsoué de la Guinée équatoriale avec 5 réalisations. Ce n'est pas rien également. Au niveau, voilà, d'autres chiffres, 52 matchs en tout. Mine de rien, ça a été une CAN qui a révélé beaucoup surtout de buts, hein, parce qu'on a vu également des joueurs qui se sont bien illustrés, notamment Emilio Nsoué, un joueur de 4e division. Sinon 3e division espagnole, qui devient meilleur buteur d'une compétition continentale. Mais c'est quand même un joueur expérimenté. Ah, d'accord. Il n'est quand même pas à mais, sa mais pourtant, les Salah, les Osimhen, les Star Mané, tout ça attendu, bon, ils n'ont vu que du feu. Ils n'ont vu que du feu, non seulement parce que eux ils n'ont pas été à la hauteur, mais parce que d'autres joueurs se sont révélés, comme Emilio Nsoué, comme on l'a dit. C'est un attaquant qui est un renard de surface. Il a souvent été ce joueur-là qui a sa présence dans la surface de réparation. Et il est capable également de faire jouer ses coéquipiers. Il a montré à plusieurs fois sur cette Coupe d'Afrique des Nations. On peut parler également de Gelson Dalla, de l'Angola, des joueurs qui se sont révélés véritablement. Mais en tant que meilleur buteur, 5 réalisations. Un joueur qui s'est arrêté en 8e de finale. Et derrière, on n'a pas su. D'autres joueurs ne sont pas arrivés à marquer plus de buts pour finir meilleur buteur de la compétition. À ce niveau, moi, je suis resté un peu sur ma soif, mais au plan personnel pour Emilio Nsoué, je crois que c'est quand même bien pour lui. Un joueur de 3e division. Exactement, du côté de l'Espagne, à l'Intercity, qui se retrouve aujourd'hui meilleur buteur d'une compétition continentale, dans laquelle on a vu Victor Osimhen, on a vu le ballon d'or africain, on a vu Mohamed Salah, comme vous l'avez dit. C'est bien pour lui quand même, et puis toute sa carrière. N'est-ce pas? Mais si on va s'intéresser désormais aux distinctions individuelles durant cette CAN, on a, par exemple, Emilio Nsoué, dont on en a parlé tout à l'heure. Il y a également William Trostekong, qui finit meilleur joueur de la compétition et défenseur capitaine buteur. C'est aussi intéressant pour cette sélection du Nigeria, mon cher Charles. Oui, le capitaine, il a fait un bon tournoi, mais moi je pense que sur la finale, notamment sur le but égalisateur, il était fautif parce qu'il a été vraiment, il est resté passif. Non, parlons plutôt du titre de meilleur joueur. Non, vous savez, moi c'est ce match m'a beaucoup. Ça vous a fait mal? Oh oui, ça a retenu mon attention parce que là, bon, vous savez, il a fait un bon tournoi, mais quand il a été élu meilleur joueur du tournoi, je me suis dit ah bon. Vous étiez étonné? J'étais étonné. Parce que, oui, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas, comment dit-on, ce n'est pas sur un match qu'il a été évalué, c'est sur plusieurs matchs, mais quand même, je pense qu'il est un peu passé à côté de la finale. Mais félicitations à lui. Je voudrais revenir un peu sur Emilio Nsoué. Vous savez, des joueurs qui, c'est normal, qui n'est pas à sa première participation à une CAN, mais vous savez, pour ces gens de joueurs qui sont vraiment, qui ne sont pas assez connus, c'est eux qui viennent faire la pluie et le beau temps dans ces genres de compétition. Par contre, les Osimhen, les Sadio Mané, tout ça, je pense que c'était des joueurs qui étaient vraiment très marqués. Et eux-mêmes, ils savaient que dans ces genres de rencontres, il fallait laisser la chance aux autres de faire la différence. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Maintenant, félicitations également au gardien de but sud-africain. Ronwen Williams, meilleur gardien. Qui en tout cas a laissé un palmarès. Lui, il ne nous a pas énervé. Non, pas du tout. Pas du tout. Lui ne m'a pas énervé. Il a fait sa compétition. Mais vous savez, lui seul aussi ne peut pas faire la compétition. Exactement. Voilà, c'est pourquoi l'Afrique du Sud a été bloquée en demi-finale. Mais c'est un gardien d'avenir, un gardien à suivre de près. De très très près. On rappelle également que Simon Adingra a été désigné meilleur jeune joueur de la compétition. Ça aussi, c'est un satisfecit. Il a mérité. Satisfecit. Il a mérité. Tout simplement. En phase de groupe, il n'a pas disputé à ces 2 minutes parce qu'il est arrivé dans cette compétition blessé. Et depuis qu'il a été rétabli, on a vu tout de suite l'impact qu'il a eu dans le jeu de cette équipe ivoirienne. Double passeur sur la finale. Wow. Ça n'arrive pas à n'importe qui. C'est une première pour un joueur, 22 ans, qui se retrouve à porter l'attaque au fond de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est quand même une bonne chose pour lui. D'accord. On va essayer de voir avec la régie si c'est possible d'avoir un élément vidéo, mais beaucoup plus celui des supporters ivoiriens que nous avons interviewés dans la ville de Lomé. On va aller pour voir cette séquence et on revient en plateau.
la séquence vidéo des supporters ivoiriens interviewés dans la capitale togolaise après le sacre de la Côte d'Ivoire. Nous vous remercions d'être venus nous voir ce matin après la victoire, n'est-ce pas, des éléphants de Côte d'Ivoire. Nos émotions, nous sommes très contents, très satisfaits du fait que nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons organisé la CAN de l'hospitalité chez nous et par la grâce de Dieu Tout-Puissant, nous l'avons remporté. Comme notre président, n'est-ce pas, l'a souligné, voilà, et jamais 2 sans 3. Dieu merci, nous avons pu avoir la coupe, nous sommes très contents. Le Nigeria nous a fait douter un peu, je ne veux pas dire nous avons douté parce que quand on regarde l'ensemble du match en entier, nous avons dominé le Nigeria. Mais c'est une finale, elle ne se joue pas, elle se gagne. Donc bien vrai que nous avons encaissé le premier but, nous n'avons pas baissé le bras. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin devant notre public qui nous a beaucoup poussé jusqu'à la fin. Et Dieu merci, nous avons gagné le Nigeria par 2 buts à 1. Nous, n'est-ce pas, nous faire remporter la CAN en tant qu'entraîneurs locaux. Si on va un peu en arrière, nous allons remarquer en 92, c'est grâce à notre coach Yo Marcel que nous avons remporté notre CAN. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents et que si 3 CAN, nous avons 2 entraîneurs ivoiriens qui nous ont donné la coupe. J'espère que les dirigeants de la fédération vont voir ce côté-là et faire en sorte que nos différents anciens qui sont des talentueux, que ce soit les Kolo Touré, que ce soit les Ya Touré, que ce soit les Ndri Romare qui sont en cours, je pense qu'avec SMS Faye, avec Guy Demel, je pense qu'ils vont se donner la main et, n'est-ce pas, les prochaines grandes compétitions et laisser la place, n'est-ce pas, ces internationaux-là qui vont nous apporter, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les différents coupes, pour ne pas dire aller même en Coupe du Monde. C'est aussi la population ivoirienne, que la paix soit avec nous. Grâce à la Coupe d'Afrique des Nations, la population ivoirienne a eu la paix, parce qu'on ne se connaît plus. Avant, on se disait que bon, telle personne ne connaît telle personne. Aujourd'hui, grâce à la Coupe d'Afrique, la population ivoirienne est devenue comme un pays de paix. Donc on remercie beaucoup Dieu pour ça. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes en joie aujourd'hui parce que nous avons rapporté la CAN. Et hier, nous qui sommes au Togo ici, nous regardons nos frères à la télé qui sont joyeux en Côte d'Ivoire. Vive le président du Togo et vive la nation togolaise. L'entraîneur MS Faye, bon, lui, vraiment, on le félicite. Parce qu'il a fait un bon travail. Il a fait un bon travail. Puisque lui-même, il a assez bien dit que lui, il connaît ses joueurs. Il les maîtrise. Et aujourd'hui, il a fait un bon travail que nous, on reconnaît. On reconnaît qu'il a fait un bon travail. Vraiment, on les remercie pour ça. Donc, on lui souhaite bonne chance aussi et du courage à lui. On dit, c'est nous les Wowoua, c'est nous les éléphants. La CAN c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. Hey, hey. C'est nous les éléphants. La CAN c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. Hey, hey. Voilà, donc. C'est vrai, Babi. Voilà, donc, Ah oui, nos amis ivoiriens très contents, très enthousiastes à la fin du sacre, surtout avec cette consécration de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. La CAN, elle est bien terminée. Mon cher Charles, en 10 secondes, on a en tout cas vu une belle compétition, en somme. Hein. Oui, une très belle compétition, un public formidable, des arbitres qui étaient à la hauteur, une organisation qui au départ a titubé un peu, mais à un moment donné, c'était un top niveau. Félicitations à la Côte d'Ivoire pour cette organisation. Dès là, ben, félicitations à la Côte d'Ivoire, félicitations en tout cas au premier homme de ce pays, Alassane Dramane Ouattara. Qui a mis les moyens. Hein. Il a mis les moyens. On a vu lors de la remise des trophées, l'émotion se lisait sur son visage et je pense que il faut quand même aller à l'école de la Côte d'Ivoire. C'est très important, oui, il faut savoir copier les bonnes choses. Et les bonnes choses sur Club Sport Santé, c'est bien terminé pour aujourd'hui avec nos invités qui nous ont accompagnés durant tout au long de cette émission. On se donne rendez-vous samedi, même chaîne, même heure. Et comme on le dit souvent, merci encore une fois à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés durant cette émission, notamment Justin, Sylvain, Fernand, sans oublier également Paolo et l'équipe qui nous a accompagnés. On se donne rendez-vous samedi avec d'autres thématiques liées au sport sur SOS Docteur TV comme toujours. Prenez soin de vous en mangeant moins gras, moins salé
café, moins d'huile également, comme on le dit souvent. Et on se dit, faites toujours une activité sportive histoire de rester en pleine forme. On se dit à très très vite. Ciao, ciao.